Pardon? Je ne sais pas. Alors là, je ne pourrais pas vous répondre. Vous êtes loin de tout le monde. En tout cas, nous, pour intervenir, c'est plus simple. Ah, voilà Sonia. Ouf. Désolée, je t'en prie. Donc, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Donc, nous attendions la dernière personne du triumvirat. Donc, Sonia est arrivée. Donc, on va pouvoir commencer. De toute façon, la première intervention, c'est moi. Donc, ça laisse le temps à Sonia d'arriver. Voilà. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation à notre présentation de notre atelier, donc, qui a pour thème donc, le financement des associations. Donc, des éléments sur l'impact du Covid et des pistes pour l'avenir. Donc, on va vous présenter donc, à trois intervenants. Donc, Gaëlle Sonia Adeongue, qui est expert comptable diplômée au commissariat aux comptes, donc expert comptable et commissaire aux comptes, et Mathieu Castin, expert comptable, leveur de fonds et PDG de Fimacop, et donc qui se présenteront de manière plus détaillée. Et donc, moi, je suis la seule des trois intervenants qui ne suis pas expert comptable ni commissaire aux comptes. Moi, je travaille sur l'économie, enfin l'économie sociale et solidaire et puis, en fait, le secteur non lucratif depuis la création donc, de mon institut, l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat, et qui intervient donc, et qui est financé depuis le début sur des fonds européens. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, mon institut a un statut associatif, mais j'ai créé aussi une activité libérale pour me financer. Donc, c'est un autre cas de figure. Je ne vais pas expliquer d'ailleurs ce cas de figure, mais je vais plutôt expliquer comment on trouve effectivement des financements pour financer ces activités et dans quel cadre on s'inscrit. Donc, on a trois profils assez différents, finalement. Donc, moi, je travaille effectivement et c'est vraiment un institut de recherche, si vous voulez, qui est financé donc, par des projets européens dans le cadre du programme Erasmus, former et éduquer tout au long de la vie. Et donc, j'ai travaillé sur la thématique du bénévolat, de la migration et de la diversité depuis 2013. Et donc, le financement, si je n'avais pas eu de financement européen, je n'aurais pas pu développer donc, mes activités. Et j'ai eu aussi, en complément, des financements aussi nationaux ou régionaux aussi, par le biais du Conseil régional d'Île-de-France, et même locaux parfois, par des interventions auprès de mairies. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer de la raison pour laquelle j'ai travaillé en fait sur le financement des associations. Et depuis le départ, en fait, depuis que j'ai commencé depuis que j'ai créé mon institut en 1997, j'avais donc publié une étude à la documentation française sur le bénévolat et le volontariat dans la vie économique, sociale et politique. De nombreuses mairies m'avaient demandé justement d'intervenir auprès d'associations. Et les thèmes les plus répandus pour intervenir auprès des associations, c'était la communication, la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire le recrutement et la formation des bénévoles, et le financement. Donc, c'est de toute façon des thématiques qui sont évidemment les plus importantes pour pérenniser et développer les activités d'une association. Voilà. Donc, sur les enjeux des associations, en fait, voilà le constat qu'on a posé. Donc, nous sommes tous les trois aussi membres du comité association. Voilà, notre point commun. On n'est pas effectivement séparés. On s'est rencontrés, donc Sonia, Mathieu et moi, par le biais du comité des associations de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France, donc, dont je suis membre depuis 2017. Mathieu 2015, donc le vétéran, et Sonia plus jeune, 2019. 2019, donc ça fait 2015, 2017, 2019. Voilà. Donc, et on voulait, oui, avoir une pensée toute particulière pour Jean-François Cotin, qui est le nouveau président du comité des associations, qui a perdu tragiquement sa femme. Donc, on vient de l'apprendre, donc on voulait aussi dédier aussi notre intervention à Jean-François. Voilà. Alors, donc, les enjeux du financement des associations. Donc, le financement des associations en 2021, comme vous le savez, est à la croisée des chemins. Mais ce n'est pas la crise du Covid-19 qui a créé, en fait, la situation. Elle l'a seulement révélée et accentuée, aggravée, en fait. Et donc, du coup, l'environnement, à la fois national et européen,
on le sait, est devenu extrêmement concurrentiel, et ce n'est pas depuis 2021, mais depuis 2001 à peu près. Ça fait à peu près 20 ans que vraiment les associations sont mises en concurrence entre elles au niveau national, mais aussi au niveau européen pour les financements publics. Et donc, en fait, la grande évolution, et c'était un petit peu ça, d'ailleurs, je vous ai mis, vous allez avoir accès, bien sûr, au diaporama. J'ai trouvé un article extrêmement intéressant qui est paru dans Association Mode d'Emploi en 2018 et qui explique, en fait, quels sont les deux interlocuteurs des associations. Alors, deux interlocuteurs qui n'ont pas le même niveau, en fait. On a le Conseil de l'Europe, que vous connaissez peut-être, avec 47 pays qui en font partie, et qui est un peu l'antichambre, si vous voulez, de l'Union européenne, puisque l'Union européenne, 27 pays, donc ça en fait 20 de plus qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Et donc le Conseil de l'Europe, si vous voulez, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, en fait. Donc c'est globalement, vraiment, tous les pays en font partie, tous les pays au niveau, du point de vue, si vous voulez, géographique européen, mais certains n'ont aucune vocation à rentrer. Je pense en particulier à la Russie et à d'autres pays proches de la Russie, parce que pour entrer dans l'Union européenne, il faut respecter un certain nombre de valeurs européennes, de respect de l'universalisme, des droits de l'homme, de la laïcité, et qui ne sont pas respectées par tous les membres de l'Union, enfin justement du Conseil de l'Europe. En revanche, le Conseil de l'Europe a été extrêmement important. C'est une structure donc, qui a été créée après la guerre et qui a très vite reconnu justement, et dont pourtant le principe est effectivement la Charte universelle des droits de l'homme, et qui reconnaît vraiment les associations. Et d'ailleurs, il y a une conférence en fait, qui est en fait la seule institution européenne qui ait signé une convention de reconnaissance de la personnalité juridique des organisations non gouvernementales. Et à ce titre, donc, ils ont créé, en fait, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé un quadrilogue, auquel la conférence des organisations internationales non gouvernementales donc, participe, et qui rassemble 320 ONG internationales. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que c'est une espèce de réseau d'ONG internationales où on peut se rencontrer et on peut effectivement monter des projets. Et donc, on identifie ensemble des thématiques et des problématiques. Et donc, on peut effectivement porter des projets. Mais pour le financement, ce n'est pas le Conseil de l'Europe. Le financement, c'est la Commission européenne. Donc, c'est pour ça que toute mon intervention va porter justement sur les financements proposés par la Commission européenne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc, au sein de ce quadrilogue, les ONG sont à vraiment traiter de manière égale avec donc, les ministères, l'Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Donc, c'est vraiment l'association ONG qui est reconnue au même titre en fait que tous les autres acteurs clés qui interviennent effectivement en Europe. Et donc le rôle de ce quadrilogue a évolué, puisque d'un rôle de consultation en 1951, il est passé à une participation réelle en 2003, c'est-à-dire qu'on tient compte vraiment beaucoup plus sérieusement des propositions qui sont faites donc, par ce réseau d'ONG. Voilà. Et donc, qui a créé donc des regroupements thématiques qui permettent donc à la fois de travailler entre elles, de renforcer leur coopération, et en particulier avec les directions du Conseil de l'Europe, et qui peuvent effectivement faire changer des choses sur des thématiques très particulières. On peut vraiment proposer des choses, et c'est en général vraiment très sérieux, et les travaux du Conseil de l'Europe qui sont accessibles sont vraiment de très très bonne qualité. Voilà. Alors donc, le principal interlocuteur en revanche pour le financement, c'est donc la Commission européenne. Alors, elle a donné l'impression de refuser l'idée d'entreprise sans but lucratif, puisque vous avez peut-être suivi ou vous savez que l'association européenne n'a jamais vu le jour. En fait, ça a été totalement abandonné, le projet, en 2005. On en reparle un petit peu maintenant, mais bon, finalement, donc, la Commission finance quand même les associations européennes, mais pas le statut d'une association européenne qui permettrait en fait à plusieurs, des ressortissants de plusieurs pays européens de créer l'association. Donc c'était peut-être un peu trop compliqué, mais en tout cas, donc ils n'ont pas été emballés. Et en l'occurrence, les grandes absentes en fait de l'acte pour le marché unique de 2011, ce sont vraiment les associations qui n'ont pas été tellement évoquées, puisque visiblement cette idée d'entreprise sans but lucratif posait des problèmes. Voilà. Donc c'est vrai que les lois, enfin les cadres juridiques sont très différents d'un pays à l'autre. Bon, je connais la Belgique, la SBL, même les dénominations sont différentes. Bon, voilà. Donc ça a posé des problèmes. Enfin, il y a eu d'autres secteurs où c'était aussi compliqué. On a finalement trouvé quand même un compromis.
Donc en fait, la représentation vraiment la plus importante et la plus active des associations en Europe, c'est au sein du Comité économique et social européen, le CESE, que vous connaissez peut-être aussi, et dont les travaux sont extrêmement importants puisqu'on voit vraiment quelles sont les thématiques dont la société civile s'est emparée en Europe. Et cette assemblée consultative donc, réunit 350 partenaires économiques et sociaux, dont 24 Français, et qui permettent donc de faire entendre la voix des associations auprès de la Commission, du Conseil et du Parlement. Donc les trois institutions majeures au sein de l'Union européenne. Voilà. Alors la grande évolution en fait qu'il y a eu depuis en fait grâce à la construction aussi européenne, c'est qu'en fait on est passé d'une notion surtout jusqu'à la fin des années 70, disons, à un fait du prince, c'est-à-dire que les associations étaient financées de manière pratiquement systématique, que c'était chaque année, une subvention retombait parce qu'elles étaient connues en fait de l'équipe municipale. Donc elles faisaient effectivement un travail assez important, donc c'était pas du tout abusif, si vous voulez, de les financer, mais c'était toujours les mêmes associations qui étaient financées. Et donc, du coup, il n'y avait pas du tout de mise en concurrence. Et donc, les choses ont bien évolué, et surtout au début des années 2000, où là, elles ont été mises en concurrence. Et c'est ça, ça a été une révolution, en fait, pour les associations qui ont dû, effectivement, motiver vraiment beaucoup plus, enfin, répondre à des formulaires pour expliquer pourquoi, effectivement, leur projet méritait d'être financé par rapport à d'autres associations. Et ça a été vraiment très, très mal vécu par les associations qui ont eu l'impression qu'on les remettait en cause, qu'on remettait en cause leur action, alors qu'en fait, c'était une manière d'assurer l'égalité des chances entre toutes les associations. Qu'on soit une petite association qui vient de se créer ou une grande association qui existe depuis des années, qui est financée de manière systématique, on est au même niveau pour le financement d'un projet. Et on finance sur le projet et voir concrètement comment les fonds publics vont être utilisés de la meilleure manière possible et savoir exactement quels publics seront touchés, quels sont vraiment les résultats positifs attendus donc, du fait de la subvention publique. Voilà. Donc c'était pour vous donner le cadre, si vous voulez, des enjeux des financements des associations, parce que parfois ça a été très mal compris et on a toujours l'impression en fait que l'Europe a joué un rôle un peu toujours de père Fouettard en disant voilà, il y a toujours une suspicion sur la bonne utilisation des fonds, mais non, c'était une manière effectivement de respecter l'égalité des chances. Et par exemple, un petit institut comme moi qui s'est créé en 97, s'il n'y avait pas eu ce principe, j'aurais jamais été financé, par exemple. Alors que là, en répondant à des appels à projets, c'était vraiment sur la base du dossier qui était justifié, motivé. Et après, on justifie aussi la bonne utilisation après coup. Donc c'est avant pour être sélectionné, et pendant, il y a même un rapport intermédiaire au milieu de l'action, et à la fin aussi, au moment du rapport final, vérifier qu'effectivement, on a effectivement respecté ses obligations et le cahier des charges. Voilà. Donc c'était juste pour vous donner un peu l'esprit. Donc, alors, pour les enjeux du financement des associations, donc moi, comme vous l'avez compris, c'était beaucoup plus les financements européens pour les associations. Donc, je passerai la parole à Gaëlle, à Sonia, pardon, à 9h30, donc, sur un exemple précis d'union nationale dans le tourisme social et qui vous expliquera concrètement les scénarios et les problématiques auxquelles est confrontée précisément une union d'associations à l'heure actuelle. Et je passerai enfin la parole à Mathieu, qui vous expliquera en fait quelle stratégie financière pour les associations à partir donc, des exemples du secteur social et solidaire. Et Mathieu sera chargé de vous passer la parole aussi pour les questions. Donc, moi, j'ai été un petit peu plus longue, effectivement, dans la présentation générale, parce que je pense que c'était important de vous rappeler le schéma global. Et après, effectivement, sur le modus operandi, là, vous aurez le PowerPoint, et c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, mon point de vue, c'est vraiment le rôle des associations et leur financement dans un contexte plus global européen, sachant que tout ce que je vais vous expliquer est arrivé à un niveau national et local. C'est-à-dire que tous ces formulaires qui ont été proposés par l'Europe et toutes les obligations qui doivent être remplies en fait pour justifier effectivement, être retenues dans le cadre d'appel à projet, sont exactement appliquées maintenant à un niveau national et même local. Ce qui d'ailleurs peut être un peu surprenant parce que quand c'est un budget de 300 000 €, on peut comprendre que la procédure, le formulaire soit un petit peu lourd. Quand c'est à un niveau local, un formulaire extrêmement développé, ça peut un petit peu faire fatiguer, mais ça vient en fait de là. Le fait de mettre effectivement toutes les associations
à égalité, si vous voulez, mais ça peut être un mode de sélection aussi. Le deuxième point de vue donc, sera celui de Sonia sur un cas pratique, et enfin, le troisième, Mathieu, sur une stratégie vraiment financière. Donc, je vous ai déjà expliqué en fait la perspective européenne, le rôle clé avec les deux acteurs, Conseil de l'Europe et Commission européenne, et donc je vais vous expliquer un petit peu de quelle manière ça s'organise. Alors en fait, le premier mode de financement européen qui se fait à un niveau vraiment national et même régional, ce sont les fonds structurels. Et là, l'interlocuteur, ce sont les préfectures de région. Et donc, c'est la préfecture de région qui publie en fait tous ces appels à projets. Et donc, le principe des fonds structurels qui existent depuis toujours, et donc le plus ancien est le FSE, c'est qu'ils apportent un cofinancement. Donc, alors, les avantages, c'est que l'instruction du dossier est assez rapide. Les fonds sont facilement accessibles et mobilisables si le dossier est bien argumenté. En plus, il y a des commissions assez régulières au sein du Conseil régional d'Île-de-France qui est chargé enfin, de faire ces appels à projets qui sont tous issus donc, de fonds européens. Et donc, la préfecture d'Île-de-France donc, publie, et donc on sait exactement quelles sont les pièces et quels sont les documents à apporter. Donc, c'est surtout destiné à des organisations qui ont déjà une trésorerie, puisqu'en fait, les 50% qui vont donner complètent le financement que vous avez déjà trouvé. Et donc, du coup, c'est comme c'est à la fin que vous êtes financé, il faut quand même tenir pendant la durée de l'action. Donc, ça, c'est effectivement, ça peut être un handicap. Donc, c'est ça le principal inconvénient, c'est de trouver effectivement le cofinanceur déjà et de pouvoir tenir avec seulement la moitié du budget pendant la réalisation donc, de l'action. Donc, je vous ai mis le lien vers effectivement ces appels à projets le Fonds social européen qui vous explique bien le cadre dans lequel et quelles sont les priorités dans lesquelles on s'inscrit. Voilà. Et c'est ça qui est important, si vous voulez. Le projet relève donc d'une des 4 priorités. Et donc, vous verrez concrètement dans quel, et en général, c'est beaucoup plus, bon, on s'adresse en général à des publics bien sûr vulnérables, c'est beaucoup l'éducation et la formation, puisque effectivement c'est géré au niveau de la région, dont la compétence et l'éducation et la formation. Et c'est vraiment toujours auprès de profils, par exemple des femmes avec un certain profil ou qui n'ont jamais travaillé, qui ont élevé leurs enfants et qui veulent travailler, et donc proposer un accompagnement. Ou des jeunes qui n'ont pas eu une expérience ou qui ont décroché par exemple de l'école et qui veulent s'engager par exemple dans une formation, les fameux profils NET, Not in Education, nor in Employment, nor in Training. Et donc ce sont des publics très précis avec une proposition très concrète d'accompagnement pour l'insertion sociale et professionnelle. Donc on a des priorités, effectivement, qu'il faut bien respecter. Alors, autre source de financement, c'est le programme Erasmus. Alors là, c'est totalement différent parce que les fonds structurels, c'est un niveau français, donc la préfecture de région, et on travaille qu'avec des Français, même si les fonds sont européens. Là, ce qui change avec le programme Erasmus, c'est qu'il faut trouver des partenaires en Europe. Et donc là, ce que je vous explique, en fait, c'est ce grand programme Erasmus, en fait, qui est né en 2000 du programme Former et éduquer tout au long de la vie, qui a été lancé donc à Lisbonne par tous les pays de l'Union européenne, et en particulier les ministères de l'Éducation et de la formation, et qui voulait effectivement dire, voilà, notre ADN en Europe, ce qui fait la différence, notre richesse, c'est toutes les connaissances et les compétences qu'on a acquises, accumulées au cours des siècles avec les premières universités, etc. Donc, dans ce programme Erasmus, d'emblée, il y avait 4 sous-programmes. Un premier programme dédié à l'enseignement scolaire, un deuxième, l'enseignement supérieur qui s'appelait Erasmus, qui était le plus connu. Troisième programme, Leonardo da Vinci, qui était les stages et qui avait un lien avec le marché du travail. Et un quatrième sous-programme, qui était l'éducation permanente, Grundtvig, typiquement les universités populaires. Et depuis 2014, comme ils ont vu que le plus populaire des programmes était Erasmus, ils l'ont intitulé Erasmus+. Mais c'est le même, en fait, depuis 2000, et on est la 4e génération maintenant de programmes. Et petit à petit, en fait, par exemple, moi, mon institut qui a été créé en 97, depuis le départ, en fait, j'ai vu l'évolution en fait de toutes les générations de programmes et l'évolution aussi du mode d'accès en fait au formulaire et voir de quelle manière la sélection se faisait. Donc la procédure est parfaitement transparente, elle est accessible à tous, il y a une publication au journal officiel et en fonction de cette publication au journal officiel, il y a un guide du pratiquant, du candidat qui est publié.
Et là, vous avez, c'est parfaitement transparent. On sait à la fois quels sont les critères pour être, et en l'occurrence, il faut avoir 3 pays de l'Union européenne. Donc, en fonction, vous allez voir, il y a une modulation en fonction du type de projet, donc, et du type de budget. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire publication, guide des candidats. On sait quels sont les coûts qui sont éligibles. Et en l'occurrence, les coûts éligibles, c'est effectivement, donc, il y a les frais de déplacement, il y a les journées de travail, et il y a des frais exceptionnels. Enfin, c'est toujours les mêmes choses. Donc, c'est de plus en plus clair. Donc, on voit exactement à quelle sauce quels sont les points. Et on sait aussi l'évaluation. Donc, quelles sont les priorités? Et dans la manière de présenter les choses et de défendre son projet, on voit exactement quelles priorités il faut respecter et quels éléments il faut apporter. Donc, il y a une soumission en plus qui se fait. Par exemple, si c'est en mars, on a le résultat en juillet. Et si on est sélectionné, on commence en septembre. Donc, tout est clair. Et là, on a 80% de la subvention. Et ça, c'est le gros avantage. Le chef de file reçoit 80% de la subvention. Et donc, il le redistribue, bien sûr, entre ses partenaires. Donc, c'est ça, la grande force et la grande différence par rapport aux fonds structurels. L'inconvénient, évidemment, c'est il faut trouver des partenaires en Europe et il faut parler, bien sûr, l'anglais. Mais en revanche, les fonds mobilisables le sont beaucoup plus vite et ce n'est pas après coup, si vous voulez, qu'on reçoit le reste. En revanche, si on n'a pas... C'est une avance, c'est-à-dire que si on n'a pas respecté ses engagements, on peut rembourser, on peut vous demander de rembourser. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et ça a changé avec le temps, ces notions de paiement en avance? Oui, ça a beaucoup changé parce qu'on avait seulement 50% au départ. Et petit à petit, finalement, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus confortable et ça soulageait finalement le chef de file, surtout, d'avoir d'emblée 80%. C'était vraiment, ça soulageait, oui. C'était une très bonne question parce que c'était vraiment une demande constante des chefs de projet disant 50%, c'est vraiment pas suffisant. Est-ce qu'il y a eu un effet sur le nombre de structures qui postulent au fonds européen? Bah oui, mais justement, c'est de plus en plus concurrentiel à cause de ça. C'est vrai que c'est peut-être tout à fait raison. Non seulement il y a une baisse des financements publics nationaux, mais en plus, effectivement, du fait que c'est beaucoup plus souple, si vous voulez, bah, il y a beaucoup plus de gens qui y sont allés, effectivement. Donc les 4 conditions, les voilà. Associer au moins 3 partenaires, s'inscrire dans les priorités donc, qui sont publiées dans le guide du candidat, langue de travail anglaise, difficile donc de trouver des partenaires francophones, donc là, il faut s'y mettre à l'anglais, et avoir une structure légale identifiée. Et ça, c'est effectivement, il faut monter patte blanche pour la Commission européenne. Et ça, c'est aussi une évolution. Avant, il n'y avait pas cette base de données où on devait s'identifier. On a un PIC, ce fameux PIC, c'est-à-dire un numéro qui vous est attribué, où on vous demande en fait toutes les informations qui sont demandées à niveau national d'ailleurs, hein. C'est-à-dire le statut légal, les derniers budgets, le dernier compte des résultats, rapport d'activité des 3 dernières années, toutes informations qui sont, voilà, c'est tout à fait normal. Sauf qu'il faut les télécharger et il faut effectivement montrer qu'on existe et qu'on n'est pas dans une situation financière critique aussi. Parce que le principe, c'est que quand on demande une subvention, par exemple de 300 000 euros, il faut montrer qu'on a un budget d'au moins 300 000 euros. Sinon, vous n'êtes absolument pas légitime. Et c'est pour ça, du coup, là, je vous donne l'exemple de 300 000, mais je vais vous donner justement différentes possibilités qui peuvent adapter, si vous voulez. Donc, la première étape, quand vous n'avez jamais été associé en fait à un projet européen que vous lancez pour la première fois, ce que je conseille, moi, c'est les projets mobilité. Donc, c'est un budget de 20 à 25 000 euros. Donc, en général, ça, c'est bon pour les critères financiers. N'importe quelle structure peut effectivement proposer des choses. L'avantage, donc, c'est idéal pour monter un réseau de partenaires, échanger sur des idées innovantes. L'inconvénient, c'est que là, vous n'avez pas de journée de travail. C'est-à-dire que vous avez uniquement ce qu'on appelle des frais de gestion et de coordination, c'est-à-dire ça fait 500 euros par mois pour le chef de file et 250 euros par mois pour les participants. Donc vous voyez, ça couvre uniquement des frais, uniquement des charges, etc. Mais les frais de transport, évidemment, sont remboursés. Donc on a 2 types de frais, là, la gestion et la coordination. Donc 250 euros quand on est participant, c'est pas beaucoup, et 500 quand on est chef de file, c'est pas beaucoup, et les frais de transport. Mais ça vous permet d'échanger, de pouvoir monter quelque chose qui se tient. Deuxième option, c'est les projets stratégiques qui, eux, là, quand je vous parle de 300 000 euros, c'est le genre de budget, de projet auquel moi je suis associée sur 2 ans, puisque le principe, c'est 150 000 euros par an. Alors, 1 an, c'est vraiment court, surtout quand on répond à un formulaire aussi
important, c'est pas la peine. Donc, il y a donc 150. Moi, c'est en général 2 ans. Moi, c'est vraiment, je trouve que c'est une durée qui n'est pas mal parce qu'on n'a pas le temps de se lasser. Et puis, en général, ça met un peu la pression aussi. Donc, il y a une sorte de dynamisme. 3 ans, 450 000 euros, c'est avantageux bien sûr, mais c'est quand même un petit peu lourd. Et 3 ans, c'est assez long, surtout que c'est très exigeant quand même ces projets. Donc, moi, ce que je conseille, c'est 2 ans. Donc, l'avantage, c'est idéal pour développer, expérimenter des idées innovantes, et on doit effectivement, pour faire la différence, parce qu'on est en concurrence. Et ça donne une image très positive en France, par exemple, auprès des bailleurs publics. Donc vous avez fait partie d'un projet où vous l'avez monté, et c'est effectivement, donc je regarde là, effectivement, on ne peut pas trop dépasser. Et donc l'inconvénient, c'est que la procédure était très exigeante. Alors l'option 3, c'est les projets de centre d'excellence. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Quand on est vraiment très très fort, si vous travaillez avec des associations qui ont vraiment un niveau d'excellence top et qui ont déjà aussi un budget important, là vous avez ces projets de centre d'excellence avec un budget de 5 millions pour 3 ans. Alors là, la concurrence est maximale puisque pour les projets Erasmus, les 2 premiers que je vous ai proposés, on dépose en fait à l'agence Erasmus France à Bordeaux. Là, on dépose directement à Bruxelles. Ça veut dire qu'on est mis en concurrence avec tous les pays de l'Union européenne. Mais le jeu en veut la chandelle, puisque c'est 5 millions sur 3 ans. Et là, c'est le top du top. C'est vraiment la crème de la crème. Quand on a été, on a été participant ou on a été chef de file d'un projet d'excellence comme ça, là, toutes les portes vous sont ouvertes. Et en plus, vous accédez vraiment à un réseau top niveau. Donc là, c'est l'excellence. Voilà. C'est ça. Donc l'inconvénient, évidemment, c'est que la concurrence est encore plus importante qu'au niveau quand on dépose à Erasmus France à Bordeaux. Voilà. Donc là, j'ai assez parlé. Et donc, je vais passer... Donc, vous avez la bibliographie. Et je vais tout de suite passer la parole à Sonia. Bonjour à tous. Je vais juste prendre la zapette. Ah, pardon. Vous passez la slide. Non, la zapette. Vous passez la slide. Excuse-moi. Je t'en prie. Non, ça ira. Je pense que ça ira. Voilà, ça ira très bien. Bonjour à tous. Donc, effectivement, merci Bénédicte. Je vais vous entretenir quelques minutes sur un cas pratique. En tant que moi-même présidente d'une association, je suis membre d'une union d'associations dont la plupart des adhérents exercent dans une activité dans le tourisme social. Et le cas pratique que j'ai voulu vous exposer aussi, c'est typiquement le cas de cette union qui, en pleine crise Covid, voit ses ressources fortement diminuer. Et le projet associatif, du coup, remis en cause parce que, comme je vous l'ai indiqué en préambule, elle a 200 membres en fait, au 31 décembre 2020 et son financement à plus de 66% provient de ses cotisations fixes et variables. Mais pour vous expliquer, la structure de financement actuelle est constituée majoritairement de cotisations variables, calculées sur les recettes des voyages réalisés par ces associations adhérentes et garanties par l'Union du fait que cette dernière elle est détentrice de l'extension de garantie de tourisme d'un partenaire essentiel, en l'occurrence Groupama. Le choix a été en fait depuis 2018 par l'Union de travailler en étroite collaboration avec Groupama et ainsi a choisi cet organisme comme garant financier dans le cadre de l'extension de tourisme. Comme vous savez, toutes les associations ou même toutes les agences de voyage qui veulent faire qui veulent organiser des voyages doivent être garanties. Et donc, après des plaintes de la part des agences de voyage et des associations qui, même si elles sont culturelles, ont été soumises également à cette obligation d'immatriculation au tourisme. Donc, il se trouve qu'actuellement, les soucis qui se posent, c'est que Groupama, avec la crise Covid, ne souhaite plus accorder aussi facilement que c'était il y a 2 ans sa garantie de tourisme. Donc, elle ne veut plus prendre de responsabilités et rejette systématiquement de garantir les voyages des adhérents de l'Union, ce qui impacte donc les cotisations et donc les ressources de l'Union. Et faute de financement, on est dans une situation où le projet associatif ne peut plus être réalisé sereinement. Donc, juste en préambule... Oui, pardon. Oui. Vous citez Groupama, est-ce que tous les assureurs ont le même comportement ?
c'est le partenaire de l'Union. C'est le partenaire de l'Union, je l'ai dit en préambule, en fait, c'est que c'est un choix qu'ils ont fait en 2018 de travailler avec ce partenaire-là qui a bien voulu, donc, effectivement, étendre sa garantie de tourisme. Est-ce que tous ont le même comportement? Je sais qu'ils ont fait le tour et que jusqu'ici, Groupama était vraiment le plus accessible. Donc, tout se passait bien, mais la crise a un petit peu fait changer la donne. Voilà. Donc, je vais passer rapidement sur l'équipe de l'Union parce que c'est pas vraiment le problème sur lequel on doit se pencher. Donc, ils ont, pour réaliser leurs objectifs et missions en 2020, ils se sont appuyés sur 22 personnes regroupées en bénévoles, en intervenants ponctuels et en salariés. Donc, ça reste quand même une petite PME. Et la composition de ces adhérents, en tout cas en 2020, on a enregistré une augmentation de 16% par rapport à 2019, justement parce qu'on est passé de 175 adhérents en 2019 à 203. Et cette augmentation est notamment liée à des actions d'accompagnement. Et du coup, pour vous dire un petit peu la composition des adhérents, il y a des associations donc inscrites dans les actions d'accompagnement et qui bénéficient donc de l'extension tourisme et dont les membres participent aux formations proposées par l'Union et également des personnes physiques, qu'elles soient bénévoles ou porteuses. Donc en termes de typologie d'adhérents, l'analyse des secteurs d'activité révèle que 69% des associations adhérentes interviennent dans le domaine de l'animation et de la culture, 8% dans le sport, et également 8% dans la défense des droits et 6% dans le social. Je vous ai mis quelques graphiques afin que vous puissiez avoir une vision un petit peu synoptique de comment l'Union se décline son action. Donc, il y a sur la carte de France, vous voyez, il y a en fonction des régions, il y a des régions plus ou moins représentées. On en a dans l'outre-mer également, une en Guadeloupe, 2 en Martinique et 3 en Guyane. Et puis, la slide du milieu, ça vous montre un petit peu la répartition des adhérents par domaine d'activité. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a donc cette répartition. Et enfin, le troisième graphique vous montre plutôt la répartition par département des adhérents franciliens. Et vous verrez que 60% sont dans le Val-de-Marne. Alors, sans plus tarder, je vais passer aux solutions que nous avons proposées afin de donner des pistes de trésorerie, parce que clairement, c'est l'enjeu ici est de cette nature à l'Union. Et donc, on a relevé 7 solutions possibles. Donc, je vais commencer par la première. Ce que nous proposons, c'est d'étudier les besoins des associations adhérentes afin d'adapter l'offre de l'Union. Le constat, c'est que la crise sanitaire a fait surgir de nombreux modes de vie, de nombreux besoins, sans oublier son lot de problèmes. On peut notamment citer la sédentarité. Elle nécessite aujourd'hui plus d'activités sportives et de relaxation à domicile, des crises familiales qui se sont manifestées par une recrudescence, hélas, des violences conjugales et le recours de plus en plus courant aux outils numériques. À ce stade, il faudrait que l'Union arrive à adapter son offre selon les nouvelles réalités qui sont citées plus haut. En deuxième solution, on conseille à l'Union d'étoffer son offre pour attirer de nouvelles associations, parce que la part des adhérents franciliens dans le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, elle a été très prépondérante en 2020. Et on note que l'augmentation des adhésions par rapport à l'année 2019 concerne plutôt plusieurs régions, les Hauts-de-France, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, etc. Par contre, 60% des associations d'Île-de-France sont implantées dans le Val-de-Marne, qui est le siège d'ailleurs de l'Union. Mais ce qu'on propose à l'Union, c'est, afin d'élargir son maillage territorial, de construire plutôt des offres d'accompagnement transversales en étudiant spécifiquement chaque territoire cible et sa composition en termes de tissu associatif. En pratique, il conviendrait peut-être qu'elle décline une offre d'accompagnement actualisée et commune à tous les territoires et une offre plus spécifique en fonction des territoires ciblés. Une autre piste envisageable serait effectivement de fédérer des voyages entre associations adhérentes et ainsi de proposer des parcours touristiques intra-associatifs.
La troisième solution que nous proposons à l'Union, c'est de mettre en place du contrôle de gestion et une comptabilité analytique. Le but ici, c'est de savoir si, j'ai dit tout à l'heure que sa structure de financement était des cotisations fixes et variables, mais le but, c'est de savoir si ces cotisations fixes, fixées à 30 € par an et par adhérent, couvrent déjà bien les centres de coûts actuels et variables. Alors, ce qui est important dans cette mise en place, c'est déjà d'identifier ces centres de coûts et ces centres de profit et élaborer ensuite des stratégies pour faire converger les centres de coûts vers les centres de profit. Donc, là, dans la slide, je ne l'ai pas mis, mais je rappelle juste qu'un centre de coûts, c'est un centre de responsabilité qui n'a pas un objectif de profit comme tel. En revanche, un centre de profit, c'est une entité génératrice de valeur et une unité d'affaires qui est généralement source de revenus. La quatrième solution que nous proposons à l'Union, c'est de développer des actions de formation ayant le plus d'impact avec le besoin de ces associations adhérentes. Au regard de leur plan d'action de formation, j'ai été surprise de constater que rien n'est à ce stade proposé pour, par exemple, des outils du numérique et l'enjeu de la digitalisation pour ces associations adhérentes. Des formations telles que savoir communiquer sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est de bons lois. Et puis, l'importance d'un bon référencement pour les sites Internet de ces adhérents. Et la gestion des crises, la gestion des impondérables afin de répondre à l'anticipation des risques. Alors, ce qu'on propose ici, c'est que l'Union devrait effectuer une évaluation en termes de coûts et risques avant l'annulation ou le maintien d'un voyage, et ce par destination les plus sollicitées par ces associations adhérentes. Et ainsi que connaître les organismes auprès desquels les dites associations adhérentes pourront obtenir des informations fiables, actualisées et facilement accessibles pour ces dernières. Il faudrait carrément constituer, à notre sens, une base de données détaillée par destination les plus visitées. Enfin, ce qui serait intéressant, c'est de recenser quelles sont les informations nécessaires aux voyageurs en cas de scénario. Ci-dessous, on a distingué 4 scénarios. Alors, le scénario 1, en cas de crise sanitaire. Scénario 2, en cas de rapatriement. Le scénario 3, en cas de, hélas, terrorisme. Et en scénario 4, la géopolitique du tourisme. Et pour ça, on conseille à l'Union de lire des ouvrages tels que le Ramsès. C'est un très bon auteur qui s'appelle Thierry de Montbrial et qui est un ouvrage prospectif de référence. La cinquième solution que nous proposons à l'Union, c'est de développer une ou plusieurs activités lucratives accessoires. En clair, de proposer des services, ou vendre des produits. On rappelle ici qu'une des activités accessoires et lucratives, lorsque le montant de ces recettes d'exploitation encaissées au cours d'une année civile ne dépasse pas 72 432 €, afin de ne pas perdre le caractère désintéressé de sa gestion, et ainsi continuer de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux. La sixième et avant-dernière solution que nous proposons à l'Union, ce serait d'utiliser un nouveau dispositif de soutien au financement des associations afin d'améliorer la trésorerie de l'Union. C'est-à-dire qu'en juillet 2021, il y a eu 2 lois qui ont été votées pour aider les associations. Il y a donc la loi numéro 2021-874 et la loi numéro 2021-875 du 1er juillet 2021. Et donc, elle est inscrite au journal officiel au numéro 01522. Et ce niveau dispositif pourrait être très, très intéressant dans le sens où, pour encourager la vie associative, il y a eu des mesures qui ont été donc adoptées et qui cherchent à favoriser le financement des associations. Il y a des modifications qui donc ont été apportées au dispositif relatif aux subventions qui leur sont attribuées par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion du service public à caractère industriel et commercial. En clair, jusqu'ici, le versement de cette subvention aux associations n'était encadré par aucun délai. Donc, depuis le 3 juillet 2021, un délai est imposé pour leur versement. Donc, clairement, en principe, l'autorité qui attribue la subvention doit la verser dans les 60 jours suivant la notification de la décision d'attribution. Et par ailleurs, les associations bénéficiaires peuvent désormais conserver le reliquat des subventions non utilisées. Il y a une troisième disposition très intéressante de cette loi
qui concerne des unions ou les fédérations. En fait, dès que les associations appartiennent à un même réseau, et ça c'est une nouveauté, certaines associations, je vous dirai lesquelles, peuvent désormais s'accorder entre elles des prêts à moins de 2 ans et à taux zéro. Donc, j'ai bien mis certaines parce qu'il faudrait que vous sachiez que ce dispositif est ouvert uniquement aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, mais également aux associations donc, régies par la loi 1901, mais elles doivent être déclarées depuis 3 ans au moins. Et donc, l'ensemble des activités donc, est mentionné à l'article 200 du Code général des impôts. Je vais vous les dire. Il faut que les activités soient à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Donc, clairement, c'est destiné à faciliter la création et le démarrage de nouvelles structures, hein, une facilité notamment concernant, donc je disais tout à l'heure, les associations et fondations d'utilité publique. Concernant notre union, ce qui est préconisé, c'est déjà, comme je disais en point 2, étoffer son offre, attirer de nouvelles associations dans son réseau, et puis vraiment solliciter un prêt à taux zéro auprès d'une ou de plusieurs autres associations adhérentes. Je vais passer à la dernière solution envisagée, c'est notamment, ça a été largement repris par Bénédicte tout à l'heure, hein, c'est de recourir au fonds associatif au niveau européen. Je ne vais pas reprendre totalement ce que Bénédicte a dit, mais c'est vrai que dans le cas de l'Union, effectivement, il y a des paliers de difficultés. Il y a notamment Erasmus Option 2, un projet partenariat stratégique. Ça permettrait notamment d'obtenir un budget à 150 000 pendant 3 ans. Des fonds structurels. Hein, avec 150 000 par an Par an, pendant 3 ans. C'est ça, 450 000, c'est ça. Hein. Des fonds structurels avec néanmoins une obligation d'avoir en trésorerie au moins 50% de son besoin en financement. Mais le programme Erasmus Option 300 d'excellence au regard de l'urgence serait, selon moi, le plus adapté. Pourquoi ? C'est vrai que c'est un projet ambitieux, hein, très innovant. Mais l'intérêt étant qu'en ayant de l'avance et en le préparant correctement au sujet du budget allouable, qui est de 5 millions, ce budget permettra en fait à l'Union, si elle souhaite poursuivre son action auprès de ses adhérentes opérant dans le tourisme social, de constituer finalement son propre fonds de garantie, hein, qui est un sésame indispensable dans le secteur touristique et qui le rendrait autonome de son partenaire Groupama. Donc ça, c'est, je pense, à étudier. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc je voulais juste, avant de passer la parole à Mathieu pour sa dernière partie, remercier une consoeur, donc Sabine Servant, qui a malheureusement pas pu être là avec nous, mais qui a largement contribué à la préparation de cet atelier. Voilà, je me tourne donc vers Mathieu, hein, confrère et membre du comité association, qui lui est spécialisé dans l'accompagnement des associations, dans l'élaboration de la stratégie financière, avec une spécialisation dans l'économie sociale et solidaire. Donc il va vous entretenir justement des pistes en France et des stratégies financières pour les associations à partir des exemples dans le secteur social et solidaire. Voilà, je vous remercie. Merci pour ces belles présentations. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, j'ai eu la chance de cofonder FinaCoop, qui est la première SCIC, coopérative d'intérêt collectif d'expertise comptable en France. On a comme autre particularité alors, à part de faire la compta, de faire du conseil, comme beaucoup d'entre vous. Nous, on en fait pas mal, parce que c'est 35% de notre activité. C'est lié au fait qu'on accompagne exclusivement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, où les besoins de conseil sont totalement sans fin. Donc on a, pour vous dire quelques chiffres, une trentaine de salariés. On a 6 personnes qui font que des missions juridiques, comme des avocats. On a 3 personnes qui font de la stratégie, recherche de financement. Et après, on forme tous les comptables à faire aussi du conseil. Voilà. Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont déjà mené des missions financement dans leur cabinet ? Recherche de financement ? Ouais, stratégie, recherche de financement, d'accord. Ou business plan peut-être, des choses comme ça, des prévisionnels ?
un peu. Bon, c'est bien. Et sur la recherche de financement, vous avez des partenaires. Qui a des... Peut-être lever la main, qui a des partenaires sur une mission financement? Ok. Donc dans le secteur associatif, personne ne redirige ses clients vers la recherche de financement. Ok. Bon, je pose les questions régulièrement parce que je suis curieux aussi de voir l'évolution vers le conseil. Pour vous donner un ordre d'idée, les missions financement, elles sont normées. Enfin, il y a au moins une mission financement qui est normée dans le code normatif de l'ordre des experts comptables depuis 2008, donc depuis la crise financière. Le but était de relancer le financement des entreprises. Donc, il y avait plein de partenariats avec des financeurs, notamment dans la finance solidaire avec France Active. Il y avait eu ce travail de fait. Et alors nous, on s'en est emparé. Moi, j'ai été trésorier de 4 ou 5 structures avant d'être expert comptable. Et j'étais confronté au blocage en fait, en matière financière des associations, notamment au fait qu'elles avaient un besoin en fonds de roulement qui était 2 à 3 fois supérieur aux entreprises classiques et qui avaient un besoin de le financer. Or, elles n'avaient pas de fonds propres, avec la culture des budgets à l'équilibre. Il n'y a pas de capital social, il y a peu de financeurs qui veulent les financer. Pour autant, il y a des solutions qui sont méconnues. Et donc, tout l'enjeu, c'était aussi de leur apporter cette air-là, un peu cette bouffée d'air, pour être sereines, notamment quand elles vont rechercher des subventions. Alors, à l'époque, les fonds européens, ça dissuadait tout le monde. Maintenant, ça s'est quand même bien amélioré. Mais c'est vrai que moi, je ne vais pas vous parler de la recherche de fonds européens en tant que tel. Nous, on assume qu'on ne sait pas le faire. On a des partenaires qu'on redirige pour faire ces missions-là. On s'essaye depuis 6 mois à la recherche de subventions. On ne fait pas tout ce qui est mécénat, mais je pourrais vous donner aussi parce qu'il faut distinguer subvention, c'est le public, et mécénat, c'est le privé. Maintenant, il ne faut pas trop mélanger les choux et les carottes. Sur les fonds européens, alors, il peut se poser la question... Bien qu'on a 80% des fonds avancés, le financement du BFR, notamment dans l'intervalle entre le moment où on demande la subvention et le moment où on la reçoit, c'est bon. Mais après, je vais aller tourner. Il peut se passer 6 mois de portage du dossier. Alors, si on est tout seul, ça va. Si on est plusieurs partenaires, ça peut aussi peser lourd. Et ensuite, va se poser les questions potentiellement de financement de l'investissement, que ce soit en recherche et développement, en outils de gestion ou d'autres formes d'investissement. Donc moi, je vais orienter volontairement ma présentation sur la recherche plutôt de fonds propres, quasi-fonds propres, emprunts, plus que des ressources directement qui vont au compte de résultat. Je suis plutôt approche bilancielle. Je parlerai pas, parce que j'ai pas le temps, mais de toutes les solutions de financement qui existent et de tous les acteurs du financement. Mais sachez qu'il y en a. Voilà, la finance solidaire, c'est à peu près 15 milliards d'euros. Il y a une centaine de fonds qui financent potentiellement les associations, en tout cas les acteurs de l'ESS au sens large, de l'économie sociale et solidaire. Alors quand on va chercher les fonds, il y a plusieurs démarches préalables. Nous on dit, c'est bien de présenter son business plan ou au moins un projet stratégique, un plan de développement sur 3 ans idéalement, voire 5 ans. C'est bien de parfaire ses comptes, son rapport de gestion, son rapport d'activité, notamment les parties économiques et financières où là on a un rôle clé à jouer. Rendre visible l'invisible parce que les assos, comme beaucoup d'acteurs de l'ESS, ont du bénévolat, des contributions en nature, même de la recherche et développement parfois. C'est quelque chose qui peut se valoriser au bilan. Assainir sa situation fiscale. Parce que de plus en plus, on parlait des contraintes de mise en concurrence, etc. Il y a toujours un risque fiscal de lucrativité, c'est-à-dire des activités qui peuvent se retrouver en concurrence avec le marché. Donc c'est toujours bien d'actualiser un peu Alors nous, on ne parle pas de faire un rescrit au fisc, mais on fait notre propre... On pousse les associations à faire leur propre analyse, et nous, on peut faire notre analyse, un peu un audit de non-lucrativité, d'intérêt général, pour lequel on délivre une attestation. Je crois qu'on est les seuls à le faire, qui remplace l'attestation du fisc. Ça peut être une mission pour nous. Il y a l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est pas connu, mais les associations, elles sont de droit de l'ESS, mais pas automatiquement ESUS. Et l'ESUS, ça permet d'avoir plus de financement que simplement être de l'ESS, comme la coopérative Leclerc ou Crédit Agricole. Voilà, c'est un deuxième niveau qui reconnaît une forme d'engagement plus forte.
Et se faire accompagner, toujours très important, par des financeurs. Donc il y a des financeurs très bienveillants, comme France Active. Il y a aussi des experts comptables, des experts en financement, des incubateurs, des accélérateurs, si on voit que le projet n'est pas très mature. Aussi bienveillant. Toujours. Et patient. Ouais. Sciemment, il veut. Ouais. Bon, si c'est sur une année, on se dit, bon, il peut y avoir une tolérance. Si ça commence à durer, là, on lui dit quand même très sérieusement. Ouais. Oui. Oui. Mais bon, s'il y a un problème de TVA, c'est ça. S'il rend sa marge. C'est une réflexion sur le modèle économique après. Ça, sinon, ça veut dire que son activité n'est pas viable. Donc on peut l'aider peut-être sur le modèle éco, mutualiser des frais avec d'autres structures, autre chose. Ouais. S'il y a des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. C'est toujours mieux quand c'est interactif. En tout cas, le fait d'isoler, juste pour poursuivre, le fait d'isoler, ça permettrait de... Je reviens juste. Ça permet de garantir aussi potentiellement l'intérêt général, ça évite d'être contaminé aussi, de contaminer les autres activités. Sur la non-lucrativité, donc la non-fiscalisation, et sur l'intérêt général aussi. Ça, c'est toujours bien. Alors, ensuite, c'est toujours bien d'identifier qu'est-ce qui vous caractérise quand on est une association. Ça s'appelle la géographie, parce que ça va déterminer des financeurs qui ont une intervention locale, nationale, internationale, le secteur, le ou les secteurs d'activité, la phase de vie, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise sur des créations comme France Active, d'autres un peu moins. Les besoins, forcément, l'investissement, quand on va voir une banque, qu'on lui dit est-ce que tu peux financer mon BFR, il n'y a pas beaucoup de monde au portillon. Il y a quelques rares banques qui le font. Il y a la NEF, qui n'est pas très connue, qui était une partenaire du Crédit Coopératif, qui eux a un fonds de garantie européen, donc ils ont le droit de financer, de faire des prêts bancaires qui financent le BFR. 3%, ils sont un peu plus chers que les autres parce qu'ils n'ont pas un modèle économique de banque. Je te conseille fortement parce que j'étais confrontée à ce problème et dans ces cas-là, l'agence Erasmus France nous avait dit de recourir soit à la caisse d'épargne ou la banque, c'est 0% la garantie financière. Donc je déconseille. En BFR en tout cas pour la garantie financière pour un projet européen, justement parce j'avais pas l'assise financière et donc du coup 0% pour... Ça c'est une garantie. Oui, ouais, c'est pas un prêt. Ok. Parce qu'il y a il y a aussi les garanties, c'est très important. Quand on va voir France Active, alors je vais le citer souvent parce que c'est un peu la porte d'entrée dans le financement sous forme d'investissement, parce qu'ils font des prêts participatifs, des apports avec droit de reprise, des prêts d'honneur aux entrepreneurs. Ils vont demander, ils financent 50% en général, mais j'en parlerai après. Et les 50% restants, il faut aller voir une autre banque, souvent qui est partenaire de France Active. Donc là, Caisse d'épargne qui est très, très bon partenaire. Ils peuvent offrir des garanties, gratuites. Banque Postale, je ne sais pas si c'est gratuit. Ouais. Ouais, le crowdfunding, il y a plein de formes. Il y a du don, sans contrepartie, avec contrepartie, du prêt. Il n'y a pas encore l'apport avec droit de reprise, mais bien sûr, ça sert en cofinancement. Et voilà, juste pour vous dire, c'est toujours bien de lister les investissements, le BFR. Puis aussi apprécier les besoins non financiers, parce que les financeurs aiment bien quand on leur dit « Ah oui, j'ai besoin d'être accompagné, je ne veux pas juste de l'argent que vous m'apportiez ». Ils apprécient toujours. Exprimer en quoi le projet d'utilité sociale, environnementale, culturelle a un impact. Alors l'impact, c'est le mot qui est dans toutes les bouches. C'est ce qui est en train de faire le lien entre l'ESS et la RSE, pour trouver un langage un peu commun. Et le but, à terme, on pense que l'impact pourrait remplacer notamment l'ESS. Et plus on aura d'impact sur des critères auditables et transparents, donc un peu comme un impact score, comme le Nutri-Score, plus on aura d'impact, plus on pourra aller chercher des avantages financiers, fiscaux, juridiques. Voilà, donc juste, sachez-le, intéressez-vous à l'impact, parce qu'on va en entendre parler. Et l'innovation, forcément, ça c'est le mot dans toutes les bouches aussi. On demande en permanence d'être innovant. Même socialement, l'innovation sociale est reconnue par la BPI maintenant, en théorie en tout cas. Et dans les projets européens, si vous n'êtes pas innovant, vous n'avez aucune chance d'être sélectionné.
Voilà, vous pouvez être vieux, enfin vieux, voilà, une vieille association, mais innovant. Toujours important. C'est la jeunesse du projet. Ensuite, alors après, c'est important de distinguer les besoins aussi de court terme et de plus long terme. Moi, j'ai fait mon mémoire sur le financement des associations, notamment de leur BFR. Et en fait, j'étais atterré du fait qu'il y avait un nombre d'associations incroyables qui avaient des charges financières qui représentaient des équivalents temps plein des fois, parce qu'elles n'allaient jamais lever des fonds à long terme. Elles finançaient leur BFR. Tous les 2 mois, elles allaient voir la banque. J'ai besoin d'un DAI. DAI, je ne sais pas si vous savez ce que c'est du relais sur subvention, qui coûtait à l'époque 7 ou 8% avec le crédit coopératif. Et elles ne se posaient jamais la question comment éviter ça. Ça coûtait cher, c'était chronophage. Donc l'idée, c'était de leur dire le BFR, ce n'est pas un besoin de court terme, c'est un besoin de long terme la plupart du temps. Après, on peut avoir des pics de trésorerie négatifs si c'est 2 fois dans l'année, 3 fois. Bon, mais ça va. Si par contre, tous les mois, on dépose sa subvention à la banque pour être financé, ça commence à tiquer un peu. Donc, on les poussait plutôt à aller vers des solutions de long terme. Après, il peut y avoir des solutions de type relais sur TVA pour les associations fiscalisées ou quand il y a des phases de travaux. Donc après, dans un plan de financement aussi, on a constaté qu'il y avait certaines associations qui levaient pas assez parce qu'elles ne prévoyaient pas de ce qu'on appelle la trésorerie de sécurité. Donc moi, j'aime bien maintenant, quand je fais des plans de financement, de dire, OK, il y a du BFR, il y a de l'investissement, il y a éventuellement des déficits au début, et aussi garder une marge de sécurité, peut-être 1 mois ou 2 de dépenses annuelles pour être tranquille en cas de pépin. Si j'ai un BFR qui dérape, ou si j'ai plus d'investissement que prévu. Bon, petit conseil. Et après, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste? Moi, je dis toujours, le mieux, c'est d'être le plus réaliste possible pour pas avoir surcalibré le plan de financement ou le sous-calibré. Et enfin, soigner le fond et la forme. C'est toujours appréciable quand un dossier il est bien ficelé, qu'il y a toutes les pièces, tout est justifié, des hypothèses, etc. Et puis quand il est beau à lire, voilà, et qu'il est complet, ça fera gagner du temps pour les financeurs, ça évitera les questions-réponses. Et ensuite, nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est quand on a plusieurs financeurs autour d'une table, c'est on liste les questions que chaque financeur pose et on fait une foire aux questions qu'on partage à tous les financeurs pour éviter de répondre tout le temps la même chose. Là, je vous donne un petit exemple d'un plan de financement. Alors, c'est un petit plan de financement, c'était une asso que j'avais accompagnée qui voulait 50 000 € pour financer son développement. Elle voulait créer un organisme de formation. Donc, on avait levé... on avait 15 000 € en réserve et on avait fait après une moitié des apports avec droit de reprise auprès des membres et auprès de France Active sur 5 ans et un emprunt bancaire sur 5 ans. Et une garantie bancaire sur la partie emprunt bancaire. Et donc la garantie bancaire de France Active, c'était 0%? Je crois qu'il y a un petit pourcent quand même. C'était 1%, il me semble. Il vaut mieux aller à la caisse d'épargne alors. Alors moi, la caisse d'épargne, c'est notre banque. Ils ont un super pôle ESS, donc je les recommande. Je sais pas. Ouais. Donc ça, c'est une petite des petites statistiques qui expriment le fait que la grande majorité des associations s'estiment freinées dans leur développement, notamment par manque de financement. Pour vous dire, donc c'est vraiment un sujet très très fort. S'il y a des experts comptables stagiaires mémorialistes dans la salle, ça peut être une idée de mémoire, parce qu'on n'a jamais fini d'en parler, ou pour ceux qui en ont dans leur cabinet. Parce qu'on pourrait prendre plein d'angles. Il y a aussi le financement de l'immobilier, il y a plein de sujets. Le financement de l'hybridation, quand je suis une asso, je crée une filiale, est-ce que je crée une SAS, une coopérative, comment je la finance, etc. C'est des super missions, ça. Hein. On fait du juridique, du financier, du modèle économique. Franchement, on peut vraiment s'éclater sur ce genre de mission. Donc l'hybridation, c'est un gros sujet. 60% expriment le souhait d'être accompagnés dans les stratégies de croissance, de consolidation, la logique de changement d'échelle. Et ça, c'était Martine Berville à l'époque qui disait le jour où on comprendra ce qu'est un modèle économique dans une asso, on aura gagné. Voilà, s'intéresser au modèle économique aussi. Socio-économique même. Parce qu'on rajoute la dimension RH, le volontariat, le bénévolat, etc. Et les partenariats aussi. C'est la capacité à créer de la richesse, pas tout seul, mais à plusieurs, à mutualiser des dépenses, des offres. Le bénévolat fait partie de l'économie?
Ouais, le bénévolat, C'est pas financier, c'est c'est vrai. économique. De plus en plus, on est obligé de le mettre maintenant en annexe des comptes. Avant, c'était une option, maintenant, on est obligé. Ensuite, ça, c'est la fameuse norme professionnelle 3400 du référentiel qu'on a repris un peu à notre sauce. Voilà, c'est notre modèle de l'aide de mission on a renommé l'aide de coopération. Donc la fameuse mission, c'est l'assistance à l'établissement des prévisionnels. En fait, l'expert comptable, son rôle, c'est pas de dire le prévisionnel il va fonctionner, c'est de s'assurer que les hypothèses, elles sont bien justifiées et qu'elles sont pas incohérentes. Donc on va confronter ça par rapport au passé, par rapport au secteur, voilà, par rapport aux études de marché, etc. On va avoir un regard critique. Ensuite, on fait de la rédaction, la révision du dossier économique et financier. On va identifier les besoins de financement, comme je disais tout à l'heure, les solutions de financement et les acteurs financiers. On va construire un planning. C'est toujours bien d'imposer notre timing aux financeurs aussi. Et on va faire la mise en relation avec les financeurs, préparer l'association à avoir un bon argumentaire écrit et oral, à la rédaction des dossiers de financement. Et on parle aussi la fameuse data room. On aime bien bosser sur un dossier partagé en ligne où on met les pièces du dossier qu'on peut partager aux financeurs. Et en option, ça, on peut proposer des rendez-vous. Si l'association a besoin d'être aidée lors des premiers rendez-vous avec les parties prenantes, on peut être là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, après tout ce qui est juridique, les conventions de financement, etc. Voilà un petit peu pour ma partie. Je vous laisse un peu le lien de bibliographie. Alors j'ai eu une nouvelle information. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le guide ADMICAL, le répertoire ADMICAL du mécénat, qui recense les 500 fondations françaises? Alors je l'ai mis, il me semble. Oui. Faut savoir qu'il y a un autre outil qui va sortir cette semaine, qui va s'appeler Sonar, SONAR.SO, qui va référencer non pas 500 mais 3000 fondations, et non pas en France mais dans toute l'Europe. Et ça va être un outil qui va être tout en ligne. Et ensuite, j'ai entendu parler aussi de tout ce qui est référencement des associations, les aider dans leur communication. Il y a quelque chose qui n'est pas connu, c'est Google octroie $10 000. Bon, c'est Google malheureusement. Je n'aime pas trop faire la pub, mais ils octroient $10 000 gratuitement à des associations. Voilà, on peut, avec toutes les critiques sur Google, mais sur du référencement de mots-clés qui normalement est payant, ils le rendent gratuit pour toute association, jusqu'à $10 000 par mois. Et dans le JDD, j'ai lu une information qui peut être intéressante pour des présidentes femmes. Il y a un appel à projet donc, lancé par le Conseil régional d'Île-de-France. C'est 10 000 € aussi qui est attribué à une association qui est présidée par une femme. Donc, je ne sais pas la procédure exacte, j'ai eu l'information récemment. Donc, voilà, une autre information. Et Google, c'est Google. Le Conseil régional France est présidé par une femme. Google, c'est la mise à disposition d'un account manager ou c'est vraiment Non, en dépenses. Ouais, ça s'appelle Google Ads, donc c'est AD, et Grants, G-R-A-N-T-S. Ad Grants. Voilà, c'est ça, exactement. Mm. Donc c'est de la pub gratuite, c'est ça? $10 000 par mois. Ouais. C'est un gros programme qui n'est pas très connu encore en France, mais... Mais ça doit être sélectif pour Non, c'est pas sélectif. Du coup, c'est pas du SEO, c'est du SIA. C'est... Alors, pour ceux qui connaissent... SCA. Ouais, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est du payant, mais qui est ça. gratuit pour les assos. Donc, on tape Si vous avez des questions, c'est l'occasion. Est-ce que les demandes de subvention doivent être uniquement à vocation européenne? Ah oui, dans le cadre de financement européen, il faut... Voilà, vous avez parfaitement raison de me poser cette question, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que si à un niveau national, un projet peut être financé et se justifie, il n'y a pas de financement européen. Il faut effectivement justifier de la plus-value européenne. Très bonne question. Ouais. Donc non seulement dans le partenariat, au moins 3 pays de l'Union européenne, mais justifier que le projet se justifie à un niveau européen et qui ne serait pas déjà à un niveau national tout à fait bien calibré. Très bonne question. Et alors, dans les centres d'excellence, alors juste pour terminer, dont 5 millions, là, dont on parlait, la troisième option, et qui était préconisée par Sonia, c'est vrai qu'il faut une vocation
international. Donc il faut que ce soit hors de l'Union européenne. Donc typiquement, effectivement, comme le disait Sonia, pour son union nationale, qui a une vocation effectivement internationale, puisque d'emblée, il y a des adhérents qui représentent d'autres pays hors de l'Union. Voilà, là, effectivement, on grandit. Et plus le budget est important, et plus, effectivement, la vocation, la perspective géographique, le territoire doit être important. Ouais. Il y a une question de la dame, je pense. C'est pas une question, c'est plutôt un constat, parce que j'ai une clientèle quasi exclusivement associative. Et le sujet du financement, c'est que tant qu'on n'admettra pas qu'une association doit faire un peu de résultat, on n'arrivera pas. Et les programmes européens, pour avoir rempli certains d'entre vous, tamponner toutes les factures, tous les bulletins de paie, tous les relevés de banque. Est-ce que c'était FSE ou est-ce que c'était Erasmus ? Oui, mais FSE, c'est voilà. C'est pour ça que je déconseille, parce que ça décourage au maximum. D'accord. Mais FSE, ça peut vraiment décourager. Non, pas du tout. C'est pas le monde de oui, je parle de choses vraies. Non, pas du tout. Non, vous avez raison. FSE, ça décourage, c'est vraiment le pire qu'on puisse avoir comme cas de figure, parce qu'on croit que c'est plus simple, parce que c'est français, entre français, etc. C'est faux. C'est beaucoup plus accessible et beaucoup moins lourd, justement, à justifier. Erasmus+, mobilité et partenariat stratégique. Alors justement, pour Erasmus+, pareil, il faut vraiment être très mal noté pour rembourser. Et comme en plus, si vous voulez, au fur et à mesure, il y a un monitoring qui est très exigeant, on a rarement ce genre de mauvaise surprise. C'est vraiment récent. Erasmus+, non ? Ce qu'on voit dans les comptes, c'est 3 années d'impayés. Ah, pas du tout, mais non, c'est pas le cas d'Erasmus+, puisqu'on a 80%. Et juste aussi, vous n'avez pas du tout parlé des loiseaux. Ouais, normalement, les slides sont plus grandes. Je m'attarde sur les financeurs, mais je pourrais vous envoyer le PowerPoint plus large. C'est un outil de crowdfunding, mais c'est gratuit. Ouais. Alors, ça permet de gérer les adhésions des membres, d'éditer les reçus fiscaux, de gérer des dons, donc c'est des campagnes de crowdfunding ponctuelles ou permanentes, finalement, et de l'événementiel. Donc, c'est un outil très, très complet. Oui, monsieur, une question. Au niveau hexagonal, mis à part la loi de début juillet que vous avez citée, le raccourcissement des délais de subvention, qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu, il me semble, un élargissement des possibilités de déduction fiscale pour les dons. Il y a eu un amendement. Je ne vous entends pas, monsieur. Je dis au niveau fiscal, au niveau hexagonal, par la loi de début juillet que citait Mme Alba, il n'y a pas eu d'autres mesures. Je pense en particulier à un assouplissement des conditions de déduction d'impôt sur le revenu pour certains dons. Non, je n'ai pas eu connaissance de ça, moi. Je peux me tromper, mais je n'ai pas eu de connaissance. C'est-à-dire que les dons ne seraient plus déduits à 66%. Dans certaines conditions, le montant maximum a été relevé. Je ne connais pas le détail, mais il y a eu une ou deux mesures. À plus de 66%, vous voulez dire? Je ne sais plus le détail. Certaines associations sont devenues. Il y a eu des dispositions techniques, justement, que j'ai perdu de vue. Je me renseigne, je vous dis. J'en Ça, ai c'est pas une eu question, connaissance. oui, une question. Des projets de budget, est-ce qu'il y a déjà, il va y avoir un effort de faire en 2022 au niveau de la loi de finances ou loi de finances rectificative, quelque chose? Projet de budget. Oui, le budget. La loi de finances rectificative. À mon avis, j'ai pas, à part la loi de juillet 2021, on n'a encore rien qui soit nouveau à part celle-là, à ma connaissance. Hein. On est vraiment sur, pour le plan de financement, ce que je vous ai édité, et dont on n'a en réalité pas encore vu les effets, vraiment prêt entre des associations de même réseau, à taux zéro, 2 ans. Et puis je vous disais, quand la subvention est donnée, maintenant on a 60 jours pour pouvoir délivrer les fonds. Et on est français, on est français, on est hexagonal, le monsieur il a dit. Voilà. Mais on pourra demander, si vous voulez, à notre comité d'association votre question. Alors, moi, il me semble que c'est sur les personnes morales qui donnent. Le but, c'était de favoriser les PME à donner. Donc, maintenant, il y a 2 plafonds alternatifs, soit le 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, soit 20 000 euros. Donc, si je suis une petite structure, que 5 pour 1000, c'est trop faible, je peux aller jusqu'à 20 000 euros de dons.
société. Voilà, on avait commencé avec un petit peu de retard. Oui, une dernière question. Y a-t-il en fait des illustrations en fait, dans le cadre d'Erasmus, Oui. projets sélectionnés? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, exactement. Bah, vous allez sur mon site, vous aurez déjà des exemples de projets. Mais sinon, il y a un compendium et si vous m'envoyez votre mail, je vous donnerai les informations. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ah oui, pour avoir les fonds Erasmus, c'est la question qui avait été posée. Ouais, mais vous Ah avez non, raison. non, mais vous avez pas